Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Alors, j'ai eu des nouvelles, Richard, l'opération a réussi, ça va bien. On en a parlé beaucoup du cancer de la prostate, grâce aussi à la prise de position de Richard. Moi, sincèrement, je sais pas, je l'aurais fait de le dire en public, là, mais en tout cas, je trouve que ça a été un bon geste à faire. Ça représente 20% des cancers masculins. Puis j'entendais les entrevues sur le cancer de la prostate. Là, tu dis, coudonc, est-ce que c'est inévitable, c'est incontournable? Docteur Éric Simard, docteur en biologie, est avec nous. Éric, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bonjour. Alors, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses à ne pas faire pour éviter le cancer de la prostate. Tous les cancers, en fait. Oui, puis écoute, si on parle spécifiquement du cancer de prostate d'un point de vue épidémiologique, je t'ai sorti, Benoît, les facteurs de risque les plus importants, en premier lieu, de tout type de cancer de la prostate et, dans un second lieu, en fait, des cancers de la prostate agressifs. Okay. Parce qu'il faut savoir que le cancer de la prostate, il y en a beaucoup il y a des hommes aujourd'hui même qu'on ne traitera même pas, qui vont être affectés d'un cancer de la prostate. On va suivre la situation, puis si on se rend compte que le cancer n'est pas agressif, qu'il n'y a pas de progression, ils ne seront pas traités tout simplement parce que c'est possible que ces gens-là, souvent, en fait, ces hommes-là vont mourir de d'autres choses avant de mourir du cancer de la prostate. Donc, c'est les cancers agressifs qui sont les plus préoccupants. Quand on regarde de façon générale, les facteurs de risque, avant tout, c'est l'âge. Les hommes qui montent en âge, on va avoir environ 30% des hommes qui vont être affectés par le cancer de la prostate. La descendance africaine est bien importante. Ils ont beaucoup plus d'incidence de cancer de la prostate chez les Africains. L'historique familial est un facteur de risque important. La génétique, parce qu'il y a des facteurs de risque génétiques, comme entre autres le BRCA1, BRCA2. En fait, les gènes qui sont connus pour le cancer du sein augmentent aussi énormément les risques de cancer de la prostate chez l'homme. Et la taille en tant que telle. Mais Benoît, un élément qu'on peut dire aux hommes aujourd'hui qui est très important à comprendre aussi, c'est que dans l'agressivité, ce qu'on sait des facteurs de risque et des facteurs de protection, c'est qu'un des facteurs de risque les plus importants dans l'agressivité des facteurs des cancers de la prostate, c'est le poids, en fait, l'obésité. Les hommes obèses ont beaucoup plus de risques de développer un cancer de la prostate agressif. Puis quand on regarde dans les facteurs qui réduisent les risques de cancer de la prostate, le premier, le plus important, lui qui est le mieux documenté, c'est l'activité physique. Donc, tu disais que oui, en fait, il y a des possibilités d'éviter, de réduire les risques. En fait, c'est réel. Là. OK, de réduire les risques, là, ça te protège pas à 100%, mais disons que ça te donne un peu plus de chance. Mais Éric, je lisais, je voyais aussi, là, il y a des produits, de produits naturels qui disent peuvent ralentir la prostate. Là, il y a celui-là, Weber Naturals, super prostate, une par jour. J'imagine c'est pas une prostate par jour, c'est une pilule par jour. Et il y a aussi ton produit, le Vitoli Prostate. Comment ça fonctionne et c'est quoi l'effet? En fait, il y a eu plusieurs études cliniques. En fait, honnêtement, le domaine de la santé de la prostate, autant l'inflammation que le cancer, est étudié depuis très longtemps. Puis juste faire un petit retour avant de t'expliquer un peu comment ça fonctionne, parce que tu vas comprendre où je m'en vais avec ça. C'est que déjà, à l'époque où les Espagnols ont débarqué en Amérique du Nord, les aborigènes de la Floride utilisaient le fruit du palmier nain pour les problèmes de prostate chez l'homme. Pour justement les problèmes d'inflammation de la prostate. Et le fruit du palmier nain est resté dans la liste des médicaments autorisés aux États-Unis jusqu'en 1950. À l'époque où là, à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit « Hey, on a un fruit à travers la liste des médicaments, puis ils l'ont sorti. » C'est juste pour démontrer à quel point ça fait longtemps que le fruit du palmier nain, qui est un des éléments qui est utilisé dans les suppléments pour la prostate, ça fait très longtemps que c'est connu, en fait. Et quand on regarde des études, tu me demandais comment Eric, c'est quoi un fruit du palmier nain? Ça ressemble à quoi? Je sais même pas c'est quoi. C'est un petit fruit que les gens vont consommer séché habituellement, mais qui a un goût de savon. Honnêtement, il n'y a personne qui va manger ça. Là. C'est la raison pour laquelle ils ont fait des extraits, en fait, de ce fruit-là. Ça a un goût de savon. Puis c'est vraiment le palmier nain, un vrai palmier, là, qui reste relativement petit par rapport aux autres palmiers qu'on voit. Il y en a encore partout en Floride, en fait, au Mexique. Et c'est basé sur le fait qu'il y a une molécule particulière dans ce fruit-là qui s'appelle la bêta-cystostérol, qui a une structure similaire, en fait, à la testostérone. Et qui va ralentir l'effet de l'enzyme, en fait, qui est la 5-alpha réductase. Et l'industrie pharmaceutique a développé des médicaments
qui ont exactement des structures similaires à cette molécule-là, mais qui sont plus efficaces encore donc que la version naturelle, si on veut, des produits qui pourraient agir en fait sur l'inflammation de la prostate ou la réduction des risques de cancer. Et là, je te dirais, en fait, Benoît, dans ce qui a été très démontré au niveau des suppléments pour la prostate et l'alimentation, il y a aussi le lycopène, la molécule, en fait, le rouge des tomates, en fait, le rouge du melon d'eau, qui a été relié dans des études épidémiologiques, puis par la suite a été testé en études cliniques, en fait, à différents dosages pour son impact au niveau de la prostate, parce que ça réduit les risques de cancer agressif de la prostate, ça réduit l'angiogénèse aussi, la possibilité de développement même de la tumeur cancéreuse, parce qu'elle a besoin de créer des nouveaux vaisseaux sanguins. Ça va réduire une multitude de mécanismes pour l'expansion, mais ça va aussi aider même à tuer les cellules cancéreuses en provoquant de l'apoptose. Même chose qui va être faite aussi par des extraits de palmianin qui ont été démontrés. Donc, et là, la question du lycopène a été... on l'a trouvé par hasard, honnêtement, d'un point de vue historique, parce qu'on s'était rendu compte, entre autres, que les Italiens qui mangent beaucoup de produits de la tomate avaient beaucoup moins d'incidence de cancer. Le sélénium, c'est la même affaire. On s'est rendu compte que chez les hommes qui ont moins de sélénium en circulation sanguine, puis là, c'est un minéral qu'on va trouver en quantité vraiment infime dans différents aliments. Une des meilleures sources alimentaires, sûrement dans un contexte de prostate aussi, c'est les graines de citrouille, qui vont être assez riches en sélénium, mais aussi, en fait, la noix du Brésil, est très riche en sélénium. Ben, les hommes qui ont des niveaux de sélénium plus élevés en circulation sanguine ont beaucoup moins de risques de cancer. Et ceux qui ont ceux qui développent des tumeurs cancéreuses, en fait, c'est clairement démontré que, de façon générale, ils ont des niveaux de sélénium beaucoup plus bas en circulation. Donc, finalement, les trois éléments que je viens de vous parler, les suppléments que tu as montrés sont basés là-dessus. C'est que il y a eu tout un paquet d'études cliniques. Je te dirais qu'il y en a des négatives, il y en a des positives. C'est pas simple, c'est plutôt complexe de s'y retrouver. Mais je te dirais que c'est probablement dû aussi au fait que c'est multifactoriel. C'est que le cancer de la prostate est une maladie qui est avant tout inflammatoire, où ce que là, l'inflammation va jouer un rôle vraiment extrêmement important, d'où probablement l'impact aussi de l'obésité. Parce que c'est ça le lien. Oui, les gens obèses produisent beaucoup plus d'inflammation qu'une personne normale, parce que la masse adipeuse devient un tissu pro-inflammatoire, et toutes les maladies en lien avec l'inflammation, comme par exemple le cancer de la prostate, même les maladies neurodégénératives, les risques de cancer de façon générale vont être augmentés par les problématiques reliées à l'inflammation. Donc, quand tu as des maladies comme ça, finalement, qui ont des différentes facettes, ben, c'est sûr qu'en études cliniques, les suppléments, ça va dépendre beaucoup de la situation de chacune des personnes. Puis là, le message à retenir aujourd'hui, ça serait avant tout, c'est sûr, il faut avoir des très bonnes habitudes de vie. L'activité physique a un très gros impact. Les gens qui ont un très gros surpoids, les hommes avant tout, il faut perdre du poids, en fait. C'est le facteur numéro 1 de l'agressivité des tumeurs cancéreuses au niveau de la prostate. Et par la suite, on peut considérer, bien sûr, manger de la graine de citrouille. Moi, si tu veux, une recommandation assez simple. Chez l'homme, en fait, le risque de cancer de la prostate est suffisamment important qu'on devrait recommander à tous les hommes de ne pas prendre de chance puis d'en manger de la graine de citrouille. Regarde, c'est facile d'incorporer ça dans notre alimentation. Et ça se vend au supermarché, la graine de citrouille? Oui, tout à fait. Puis il y a même de la graine de citrouille biologique aussi, si vous êtes soucieux des risques. Oui. OK, donc des tomates, melon d'eau, graines de citrouille, ou des suppléments naturels, j'imagine que ça comprend tous ces éléments-là? Oui, bien souvent, les suppléments comme les deux que tu as montrés à l'écran vont contenir aussi le palmianin, parce que comme je l'ai dit tantôt, on a beau avoir une belle alimentation, le monde, ils mangeront pas le fruit du palmianin, c'est pas mangeable. Fait que souvent, là, on va avoir donc tout concentré au niveau des éléments qui peuvent permettre justement de réduire les risques ou la vitesse de progression. Donc, c'est plusieurs éléments ensemble dans des formules donc complexes généralement qu'on va retrouver en marché qui peuvent être intéressants. Honnêtement, moi, je trouve ça très pertinent. OK, pour ça donner une chance. En fait, il faut regarder, là, parce qu'à travers les formules qu'on va retrouver, souvent, les dosages des différents ingrédients vont varier. Fait un des conseils que je peux donner à tous, là, qui est important aussi, comparer les recettes, les formules, puis regarder les dosages des différents ingrédients. Ça va vous donner une bonne indication, sans savoir nécessairement, parce que bon, les gens ne sauront pas le dosage qui a été démontré en études cliniques, mais au moins, quand tu vois un produit qui a un des ingrédients qui en a 4 fois plus que l'autre, ça donne quand même une bonne piste, là. OK. Puis avant qu'on se quitte, tantôt, Éric, tu as dit il y a des médicaments qui sont plus performants que les produits naturels. Alors, si on le sait, pourquoi on les donne pas aux hommes, ces médicaments-là, en termes de prévention? Écoute, c'est qu'il y a beaucoup d'effets secondaires aussi qui viennent avec habituellement. C'est que c'est
Ouais, c'est pas anodin, en fait. Les médicaments pour la prostate, là, on parle entre autres de la finastéride, du tastéride, qui sont beaucoup utilisés pour l'inflammation de la prostate, vont causer aussi des étourdissements, genre des problèmes même d'impuissance qui peuvent être un peu gênants. Hein? Ils peuvent causer différents types d'effets secondaires. Fait que normalement, on s'amuse pas à donner des médicaments en prévention. On va les utiliser lorsqu'il y a vraiment un diagnostic. Tandis que là, on peut utiliser aussi les suppléments en parallèle. Les suppléments qu'on a parlé aujourd'hui, Benoît, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la majorité des cas, en fait, la majorité des hommes, s'ils ont un diagnostic, qu'ils prennent de la médication, ils vont quand même pouvoir continuer à prendre les médicaments, à prendre les suppléments avec les médicaments. Donc, toujours en parler au pharmacien, mais dans ces cas-là, normalement, ça pourrait améliorer même le traitement de faire les deux. Bon, ben, c'est parfait. Vous donnez des chances. Puis, merci pour ces informations. Parce que, il y a des fois, tu sais, il faut se donner un peu d'espoir. Puis, tu sais, c'est pas fatal. On peut essayer de prévenir, en tout cas, de réduire l'agressivité, perdre du poids, faire de l'exercice. Ça a un lien direct, hein, avec le cancer de la prostate. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je l'ai dit tantôt, en fait, le facteur de risque qui est le plus corrélé, qui est le plus important, semblerait être l'obésité, justement. C'est que le poids corporel, en fait, est vraiment très, très important chez l'homme comme facteur de risque. Bon, parfait. On va s'affamer pour éviter le cancer de la prostate. Ça augure bien. Éric Simard, un gros merci. À la prochaine. C'est un grand plaisir. À bientôt.